de retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va bien à la maison, de bonne humeur. Alors, à l'émission, nous parlons aujourd'hui avec Monsieur Jerry Alexandre, ou je l'appelle moi en anglais Jerry Alexander, qui est politologue, qui est également un globe-trotter, prof d'anglais en Corée du Sud. Il est originaire d'Haïti, grandi à Montréal, né pratiquement à Montréal. Et ce monsieur, là où il devient fascinant, c'est qu'il a une expérience particulière, très intéressante. Jerry Alexandre a connu des expériences familiales très difficiles. Son désespoir fut tellement si grand qu'il a même tenté de mettre fin à ses jours. Aujourd'hui, c'est un grand homme, un activiste. Bonjour Jerry, comment ça va? Bonjour Henri, comment ça va aussi? Ça va très bien. C'est un honneur que de vous parler. Ce n'est pas la première fois. Non, ça fait plusieurs fois et c'est toujours, je suis toujours ravi d'être en ta compagnie. Les toutes dernières fois qu'on s'était parlé, vous et moi, vous faisiez beaucoup de trajets entre Montréal et la Corée du Sud. Je vous ai vu même photographier avec des jeunes coréennes. Là, vous étiez le seul homme là-dedans, il y en avait plusieurs. Vous avez passé de nombreuses années en Corée du Sud, quelque part, sauf le Nord, où je ne sais pas si vous allez faire un tour. Mais on va revenir un petit peu à cette expérience de professeur. Après, on va parler de vous pour commencer. Je vous ai présenté rapidement. Qui êtes-vous au juste, Jerry Alexandre? Bon, Jerry Alexandre est une personne très mystérieuse, méconnue à Montréal à cause de son parcours et son engagement aussi dans la communauté. Je suis politologue, comme tu viens juste de mentionner. J'ai étudié la philosophie politique et le droit à l'Université de Concordia et aussi en littérature et une spécialisation en grammaire. Alors, je suis un auteur qui n'a pas peur de dire exactement ce qu'il pense et je suis là pour dire exactement ce que je dois dire pour éclairer la population en termes de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Alors, le thème est vaste. Je les ai divisés en deux. Je parle bien sûr des questions de racisme, compte tenu de la situation que nous connaissons tous, mais je parle aussi et surtout de ce mouvement que l'on voit partout, la destruction des monuments, que l'on considère en fait comme des personnalités qui ont été reliées avec l'esclavagisme, que l'on considère comme absolument affreux. Donc on démolit en fait tout ce qui est relié finalement à l'esclavagisme, la jeunesse du moins démolie. J'ai vu aux États-Unis, particulièrement en Floride, où là aussi la statue de Christophe Colomb, imaginez-vous, qu'on est allé déboulonner. Je m'arrête là. J'aimerais connaître vos commentaires par rapport à ces deux éléments. Premier élément, je reviens sur la discrimination raciale. En fait, quel est votre commentaire? Tout le monde parle ici, comment dirais-je? En fait, tout le monde parle ici d'une situation catastrophique. Quel est votre commentaire là-dessus? Bon, pour débuter le racisme, on va débuter avec le racisme. Le racisme, comme tu viens juste de mentionner, c'est un terme tellement complexe. Il faut un juriste pour l'expliquer comme il faut. Parce que malgré ça fait 23 ans que j'écris concernant le sujet, c'est tout dernièrement quand j'étais dans la loi comme juriste pour mieux comprendre la situation. Parce qu'on va aller... Le racisme, l'esclavage a toujours existé. Même avant la traite des Noirs. Ça a toujours existé. Il y a eu les Morts qui ont colonisé le Portugal et l'Espagne. On a eu plusieurs expériences. Mais là où ça vient quand même intéressant de comprendre, c'est en 1639. Quand il n'y avait plus la migration anglaise, en Amérique du Nord, il y avait un manque de main-d'œuvre et à ce moment-là, le gouverneur en place qui représentait le pouvoir loyal a entrepris à passer des lois aux États-Unis. En 1639, ils ont exclu tous les Noirs de la Constitution, de la loi, de la protection. Et alors, en 1664, là, le racisme a commencé. Pour vraiment certifier l'exclusion des Noirs aux États-Unis, ils ont passé la loi de 1664. Et alors ça, c'est la mère. La loi et cette loi disait quoi exactement, soyons précis?
C'est la loi anti-amalgame. La D'accord. loi anti-amalgame qui Oui. a imposé une interdiction entre les mélanges. Parce qu'avant cette loi-là, les populations noires, blanches, chinois, tout aux États-Unis étaient capables de se mélanger, ils travaillaient ensemble. Il y Malgré avait l'esclavagisme l'esclavage. qui existait, malgré l'esclavagisme qui existait déjà. Oui, parce que avant ça aussi, il n'y avait pas de couleur. Il y avait pas, la race n'existait pas. La race a commencé le mot race a vraiment commencé en 1664. Avant 1664, il n'y avait que des nationalités ou des tribus. Alors, c'est comme ça que les gens s'identifiaient. Et là, on va monter à 1667. Quand ils ont passé une loi, ils ont totalement exclu les Noirs par rapport à leur couleur et aussi une interdiction que ça a dit qu'ils sont esclaves à la fin de ces jours. Ça, c'est Ils toujours aux n'avaient pas États-Unis. Ça, c'est toujours aux toujours aux États-Unis. On se États-Unis. comprend? Oui. D'accord. Oui. Alors ça on parle du commencement, on parle ça, c'est le point tournant de l'esclavage moderne. Et en 1682, ils ont établi une interdiction, même les Blancs ou Noirs qui, dans l'État de Virginie, la colonie plutôt, Blancs ou Noirs, s'il y avait eu une relation avec une personne de descendance africaine, cette personne-là était automatiquement expulsée de la colonie. On parle d'une personne blanche, c'est bien ça? On parle, quand vous dites Exactement. la personne, cette personne blanche, donc de race blanche, c'est ça? Elle était expulsée de sa communauté. Exactement, expulsée de sa communauté parce qu'ils ont commencé à faire la différence entre les Noirs et les Blancs dans les documents légaux et aussi dans toutes les relations entre les ethnies aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle on voit aussi que le racisme aux États-Unis est beaucoup plus dur que partout ailleurs. Et il y a un autre point qu'on doit mentionner très très vite. Très souvent, j'entends les personnes racisées parler de la religion. La religion est quand même innocente à un tel point parce que pourquoi? Dans le catholicisme, même l'esclavagisme a le droit de marier avec l'esclave, blanc, un garçon ou femme. Mais Oui, dans le protestantisme, c'est oui. l'exclusion absolue. D'accord, mais là, je vous arrête quelques minutes. On va juste faire un petit point dans l'histoire. Si vous vous rappelez bien, le pape avait reconnu, n'est-ce pas, l'esclavagisme, n'est-ce pas? Le pape avait reconnu à cette époque, si vous consultez vos ouvrages, que le noir n'était pas un être humain, que le noir, il n'y avait pas d'âme comme tel. Est-ce que cette période-là, ça vous dit quelque chose? Le pape avait reconnu. Oui, il y a la bulle papale, définitivement, mais l'Église aussi était en train de vivre un moment qui était tellement fragile. Il y avait la réforme de Martin Luther qui était là, qui a vraiment causé comme un tournant dans l'histoire de l'Église. On va aller très vite parce que, comme vous le savez, c'est la télévision. Il y a eu plusieurs émissions de fait là-dessus. Il y a eu plusieurs commentaires, plusieurs explications par rapport même à l'évolution, comment dirais-je, de l'esclavagisme comme tel. Mais un point que j'ai retenu, l'esclavagisme serait à la base même, comment dirais-je, de la fondation du capitalisme, du système capital, où l'on parle même profit. Et aussi, en fait, l'esclavagisme serait aussi à la base de l'industrialisation, où l'on délaisse les êtres humains, la force humaine, pour les machines. Donc, on parle ici de l'enrichissement du monde occidental quelque part. Dites-moi, vos commentaires par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui, vos commentaires, vous avez parlé de Martin Luther King dans les années 60, où en fait, ce mouvement noir qui a eu un effet même sur le continent africain. On n'a pas vu tellement d'évolution aujourd'hui. La preuve en est que les jeunes manifestent encore, les jeunes sont très en colère et c'est un peu les commentaires que nous voulions avoir de votre part, puisque vous êtes dans la société, vous êtes dans les communautés noires. Qu'est-ce que vous ressentez? En fait, comment est-ce que les jeunes que vous rencontrez vivent-ils cette situation, globalement? C'est une situation très, très, très fragile et ça affecte beaucoup les jeunes. Pourquoi? Parce qu'on peut dire la relation entre la population et la police, on appelle ça en anglais
comme un état de police. Un état de police, ça veut dire que la police peut tout faire et personne d'autre n'avait le droit de revendiquer. Alors, la situation actuelle n'a pas simplement touché la communauté noire, ça a aussi touché la communauté en général. Je veux dire le pays et partout dans le monde. Les jeunes, blancs ou noirs, ils étaient tous victimes. Mais plus particulièrement les jeunes noirs. Mais la seule différence qu'on va avoir, la raison pour laquelle que ça arrive, comme je mentionnais, l'esclavage aussi, à travers de l'industrie, c'est comme ça a commencé, parce qu'il manquait de main-d'œuvre aux États-Unis. Ils ont passé des lois pour garder les Noirs en esclavage. Ça a mené au capitalisme moderne. Et en même temps, ces lois-là, malgré l'esclavage, a été abolie par les Anglais au niveau international en 1825 et aux États-Unis par Abraham Lincoln en 1865. Mais les lois vraiment du racisme n'ont pas changé. L'esclavage a été aboli. Mais le racisme, les lois qui ont fondé les préjugés n'ont pas été touchées. Alors, dites-moi, le sentez-vous au Québec? Le sentez-vous à Montréal? Le sentez-vous au Québec? Je répète ma question. Oui, je le sens à chaque jour au travail. C'est-à-dire? Dans les relations. C'est-à-dire? Bon, on va dire que, par exemple, je sors de la Corée, je travaillais, je suis diplômé d'université et tout. Je n'étais jamais qualifié pour faire un travail que de prendre les appels au téléphone. Écoutez, minimisation de la personne. Je vais juste replacer rapidement. Vous me dites, vous sortez de la Corée, d'accord? On va juste permettre à notre public de bien vous suivre. Vous avez travaillé pendant 10 années, si je ne m'abuse, en Corée du Sud, précisément, à titre de professeur d'anglais, si je ne me trompe pas, et vous êtes revenu au Québec. Et à votre grande surprise, là, vous réalisez que vous êtes noir, ici. C'est bien ça? Bon, noir et pas qualifié pour faire autre chose que de prendre des appels dans des centres d'appel. Noir et qualifié uniquement pour autre chose. C'est ce que vous avez compris? Ou est-ce que c'est ce qu'on vous a dit? Mais c'est partout où j'ai cherché du travail, j'avais jamais d'expérience. Vous n'avez pas d'expérience canadienne, c'est bien ça? C'est ce que l'on vous disait? J'ai grandi ici, mon résumé vient d'ici. Alors, c'est tout. On voit, j'ai étudié à l'Université Concordia, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises ici et je reviens de la Corée comme professeur. Je cherche quelque chose de très professionnel, comme auteur aussi, même dans un journal et tout, mais je n'étais jamais qualifié. Alors ça montre que la discrimination, l'exclusion à partir de la couleur de la peau, ça existe. C'est dans la face qu'on a chaque jour. En Corée du Sud, est-ce que vous avez vécu cette discrimination? Oui. Comment? Définitivement, parce qu'il y a même des gens qui m'ont vu là-bas, qui m'ont demandé si j'étais à l'école. Parce qu'ils ont... Quand vous dites des gens, j'aime bien préciser, quand vous dites des gens, est-ce que vous parlez des Coréens sur place? C'est bien ça? Des Coréens qui m'ont demandé, oui, comment ça je suis un prof, parce que si j'étais à l'école, j'étais obligé de prouver que j'ai un diplôme, je suis qualifié pour faire le travail. Parce que pour eux, vous ne pouviez pas avoir cette qualification, c'est bien cela? Exactement. Pour beaucoup de Coréens, c'est comme si les Noirs n'ont pas été à l'école. Parce que justement, on va dire... Oui, allez-y, allez-y. Oui. Quand je suis arrivé en Corée, la seule manière qu'ils ont pu voir les Noirs à la télévision, c'était à travers de cette émission Cops à la télévision, les policiers qui couraient après les Noirs pour les minoter. Alors, ils n'avaient pas d'autres images. Et donc, quand on vous a vu, on a vu automatiquement quelqu'un qui... un voleur, c'est bien ça? Exactement, parce qu'ils pensaient que j'étais là pour travailler dans les usines. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui vont là-bas pour travailler dans les usines. Alors, moi, j'étais obligé de prouver que non, je ne travaille pas dans les usines, mais j'avais un emploi beaucoup plus prestigieux. Comme les professeurs en Asie, c'est quelque chose de très honorable, par exemple. Mais pour ne pas aller trop loin, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour répondre à ta première question, les deux questions, au niveau de la description des monuments, je pense aussi, comme le racisme, il y a une mécompréhension qui est très dure à avaler. Pourquoi? Christophe Colomb n'a rien à faire avec l'esclavage et non plus la colonisation. C'était un explorateur. Ce sont ceux qui l'ont suivi
qui ont colonisé les territoires, les nouveaux territoires. Alors, comme on peut dire que Magellan, Vasco da Gama, Vespucci, tous ces gens-là, j'ai dû faire des recherches. Ce n'étaient pas des esclavagistes, mais ceux qui les ont suivis par la suite. Parce que pourquoi il y avait eu, comme on vient juste de dire, le capitalisme moderne qui était en train de se développer. Et là, maintenant, il y avait besoin comme de main-d'œuvre. Les Turcs ont mis fin à l'esclavage au Portugal. Ils ont arrêté l'esclavage des Blancs en Europe. Et il n'y avait pas d'autre monde. Et que, bon, l'Afrique était emparée. C'est comme ça qu'on est tombé dans cette situation aujourd'hui. C'est une situation qu'il faut bien expliquer pour que le monde puisse mettre toutes les choses en contexte. Aujourd'hui, je trouve que les gens parlent beaucoup, mais il n'y a personne vraiment qui comprend le sujet et qui est capable de développer le sujet à partir de sa naissance, on va dire de 1639 aux États-Unis, qui a tout changé. Et par la suite, il y a le Code noir du roi Henri XIV. Du ministre Colbert, si je ne m'abuse. Le Code noir, le fameux Code noir. Oui. Le fameux Code noir. Alors, ce sont des lois qui ont été adaptées pour créer la situation actuelle. Et si on veut changer la situation, on peut arrêter le racisme à travers de la loi aussi. Il faut interdire certaines Les jeunes aujourd'hui, je vais terminer parce que malheureusement le temps passe très vite. Les jeunes aujourd'hui et même certains adultes, on est parti sur un mouvement de colère où l'on casse les anciens, on casse certains monuments comme le roi Léopold II, en fait celui-là même qui a créé l'État du Congo actuel, qui a été terrible aussi. Bref, tout ce qui est négatif, qui est relié à l'esclavagisme comme tel, on casse. Moi, je vous donne mon avis et j'aimerais connaître votre commentaire. Moi, je dis non à cela pour la simple et bonne raison. Je regarde Auschwitz en Allemagne, lorsque je regarde aussi les camps de concentration en Pologne, en fait des endroits affreux, terribles, et je me pose la question, pourquoi ces pays n'ont-ils pas aboli ces camps de concentration? La réponse, ils voulaient que le monde entier voit, constate sur place ce qui s'est passé d'horrible. Alors, lorsqu'on va casser les monuments de certaines personnalités que l'on considère comme étant des personnes qui ont fait des mauvaises choses, mais c'est de dire à nos enfants, on ne veut pas que les enfants sachent. On ne veut pas que les petits-enfants connaissent l'histoire. Moi, je dis plutôt, pourquoi ne pas nous créer, pourquoi ne pas nous développer notre créativité et nous aussi créer? Ça, c'est mon point de vue. Je m'arrête là. J'aimerais connaître le vôtre. Quel est votre commentaire par rapport à cette situation? Bon, on va dire, pour les États-Unis, quand on voit dans la Floride tout ce qui se passe là-bas, il ne faut pas oublier l'histoire de l'esclavage américain et américaine. Par exemple, quand on regarde les gens qui amènent le drapeau confédéré, ces gens-là, ils ne le font pas dans un contexte exactement pour apprendre du passé, mais vraiment pour glorifier l'exploitation de l'autre et la brutalité que les Noirs ont souffert. Alors, en Europe, quand on regarde les camps de concentration, il y a un mouvement de conscientisation à travers de tout cela. C'est là qui fait la différence entre l'Europe et l'Amérique. L'Amérique n'a pas encore fait le deuil de l'esclavage, de la discrimination, parce que beaucoup de gens se sont menacés vraiment à l'essor de quelques personnes, surtout des groupes ethniques, qui trouvent qu'ils sont des menaces. Et par rapport à cela, bon, il y a des lois aussi qui sont encore en place. C'est tout dernièrement qu'il y a eu, dans des États, il y a eu la capacité entre des ethnies de se mélanger, par exemple noir et blanc. Et en 1967, c'est là, dans l'État de Mississippi, qu'il y a une dame, Loving, qui a gagné un recours à la Cour suprême. Ça a permis le mariage entre le couple. Alors, on vit actuellement des situations qui sont très difficiles en Amérique du Nord, tandis qu'en Europe, l'Europe a déjà évolué de cette situation-là qui permet les gens d'apprendre beaucoup plus. Et les grabiges qu'on voit ici en Amérique du Nord, ça n'arrivera pas en Europe parce que pourquoi? Ils apprennent, ils ont déjà fait la réparation entre l'Allemagne et les Juifs pour reconnaître le tort que Hitler avait fait à la population juive. Mais tandis que ici, quand les Noirs parlent de réparation, on trouve
la répression par la suite. L'exclusion et des fermetures de portes, il n'y a personne qui veut parler, il y a la fermeture d'idées. Ça met les gens face à face avec des dilemmes, même dans la conversation, pour pouvoir arriver à un point pour dire, OK, le passé était le passé, on a passé à travers le passé, maintenant on doit regarder vers le futur. Ça n'existe pas ici. Je trouve que c'est ça qui est dommage, et même malgré tout ce qui se passe maintenant, il n'y a pas un point de vue de réconciliation et de compréhension à travers les protestations mondiales, et on reste encore à la même place, et les gens qui arrivent, qui disent, bon, White Lives Matter, pourquoi? C'est une protestation, et beaucoup de gens sont réticents vraiment au changement, ils veulent garder le status quo en place. Et c'est ça qui est dommage, et je trouve que c'est cela, c'est le seul pouvoir que les gens ont, c'est de briser les cassures partout. Ça les permet de se sentir, bon, au moins, on va avoir le changement qui n'est pas un changement, mais c'est du maquillage. C'est bien, comme monsieur Djery, qui met du maquillage. Monsieur Djery Alexandre, c'est tout le temps malheureusement qui nous a été réservé. Je tiens à vous remercier encore une fois pour cette interview. Bon, je te dis, Henri, un très grand merci aussi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de passer à ton émission. Alors, bonne continuation, et je dis un grand merci aussi au public pour le support pendant toutes ces années. Merci, merci encore une fois. Alors, restez là, nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. C'est un honneur, encore une fois, un grand plaisir de vous avoir présenté cette émission. Je vous dis au nom de toute l'équipe, vous ne les voyez pas, mais ils travaillent très fort. Surtout durant la période de coronavirus où chacun était chez eux. Ben, ceux qui travaillent à l'équipe technique n'avaient pas tellement le choix d'être sur place. Donc, on leur dit merci infiniment de nous avoir permis donc, de vous présenter ces émissions. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous dis au revoir et gardez le sourire.